Et Gilbert va attaquer. Chronique d'une attaque annoncée, c'est parti. Boum. La giclette est là, on l'attendait. Dévoltage par des bicyclettes. Nelson Oliveira et Portugais gagnant. Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. Bienvenue dans Répète Show, le podcast qui attaque. 2 semaines sont passées sur ce Tour de France 2021. On approche de la fin. On va donc faire un récap de ce qui s'est passé jusque-là. On a eu de fortes indications sur ce qu'on va retrouver à Paris la semaine prochaine, mais il reste encore 2 batailles principales, celle pour le podium et celle pour le maillot à poids, donc il y a encore beaucoup de suspense alors qu'on rentre dans les étapes décisives dans les Pyrénées. Donc on va se projeter sur cette 3e semaine. Allez, c'est parti. Ahí viene el cóndor, a ver se va la nota silenciosa como una nota musical que se pierde a la distancia. Les coureurs ont déjà fait 2 semaines de course et sont en repos aujourd'hui à Andorre-la-Vieille. Cette 2e semaine, comme la première d'ailleurs, a été marquée par de nombreux abandons, notamment sur la route du Mont Ventoux et également ce week-end avec le début des étapes pyrénéennes. Ils ne sont plus que 147 coureurs encore en course, je crois qu'on n'avait plus vu ça depuis quasiment une décennie, et ils seront encore moins au départ demain puisque Vincenzo Nibali avait notamment annoncé qu'il se retirait pour préparer la course en ligne des Jeux Olympiques. Donc dans mes tops, j'ai mis Mark Cavendish encore une fois, qui a égalé cette semaine le record d'Eddy Merckx de 34 victoires d'étape sur le Tour. Et puis avec son équipe de Koenig Quick-Step qui a paru totalement imbattable. Il y a encore 2 sprints à venir sur cette 3e semaine normalement à Libourne vendredi et le sprint traditionnel des Champs-Élysées dimanche pour conclure ce Tour de France. Donc comme j'ai dit, la de Koenig Quick-Step a véritablement humilié les autres équipes sur les sprints. Ils se sont même permis, si je peux dire, de mettre Michael Morkov 2e sur l'arrivée à Carcassonne. Donc c'est vraiment la domination, archi-domination. Après j'ai mis Tadej Pogačar, qui a paru moins flamboyant qu'à la fin de la première semaine. Mais il y avait aussi moins d'étapes de montagne, mais qui n'a pas perdu de temps. Il conservait son avance. Il n'a craqué que dans le Mont Ventoux face à Jonas Vingegaard, mais il est revenu dans la descente, donc il a conservé son avance et comme ça, il ne pourra pas être battu sur ce tour. Et dans mon 3e top, comme j'ai dit, celui qui a lâché Tadej Pogačar sur le Ventoux, Jonas Vingegaard, qui s'affirme comme un des principaux candidats au podium, étant donné que c'est le meilleur des autres. Donc les autres, Rigoberto Urán et Richard Carapaz, les 3 qui peuvent lutter pour la 2e et la 3e marche du podium, c'est le meilleur au chrono. Donc le chrono qui aura samedi entre Libourne et Saint-Émilion. Donc franchement, c'est le favori pour la 2e place pour l'instant. Attendons de voir les 3 étapes en montagne de cette semaine, étant donné que c'est son premier grand tour véritable en tant que leader, son 2e grand tour en carrière, donc on ne sait pas de quoi il est capable en 3e semaine, dans cette position de leader, même si il avait été très costaud sur la Vuelta l'an dernier, sur l'Angliru où il avait soutenu Primož Roglič d'une incroyable manière. Donc à voir. Passons maintenant au flop, et en premier lieu j'étais obligé de les mettre, mais l'équipe Ineos, avec un leader Richard Carapaz qui est très décevant. On s'attendait avant le début du tour à ce que ça soit le principal adversaire des Slovènes, notamment en montagne, mais il montre qu'il ne peut pas rivaliser, comme on l'a vu sur la route du Grand Bornand où il s'est fait humilier par Tadej Pogačar. Mais même il ne distance pas Urán et Vingegaard, donc c'est décevant. Faut espérer pour lui qu'il ait prévu un pic de forme sur la 3e semaine, et souvent l'équipe Ineos nous habituait à ça, à ce que ça soit millimétré la préparation de leur leader. Donc c'est ce qu'on peut espérer, que Richard Carapaz soit en pic de forme en 3e semaine. Et puis en ce qui concerne l'équipe en entier, on les a vus très forts, notamment Castroviejo, Kiato sur le Mont Ventoux qui a été absolument énorme, mais au final leur leader déçoit. Et puis Brailsford, leur manager, avait dit avant le début du tour qu'il courrait de manière offensive. On l'a vu sur l'étape d'Andorre hier, où ils ont tenté des choses. On s'attendait notamment à une attaque de Carapaz sur le pendant Valira, mais on ne l'a pas vu. Mais j'attends 3e semaine à ce qu'il soit beaucoup plus offensif. Carapaz attaqué de loin et on sait que ça lui fait pas peur. Placer de nombreux mecs dans l'échappée.
Mais aussi, pourquoi pas jouer des victoires d'étape, vu que sur ce tour, beaucoup d'échappées vont au bout. Quand c'est pas des sprints, c'est des échappées qui vont au bout. Donc ça serait bien de les voir à leur avantage en 3e semaine pour sauver leur tour, si je puis dire. En deuxième flop, j'ai mis l'équipe UAE, parce que autant Tadej Pogačar est très très fort, le meilleur coureur de ce Tour de France pour l'instant, autant son équipe est aux abonnés absentes. Oui, je le dis, carrément absente. Hier, on l'a vu hier le plus quand l'équipe Ineos se met un train d'enfer dans le port d'Val-Ira. On entend sur Radio Tour que tous ses équipiers, Costa, Maika, McNulty, Formolo, sont distancés. Donc fallait s'attendre, on devait s'attendre à une équipe plus forte qui tiendrait son leader. Mais bon, il a été seul. On l'a vu sur des étapes plus plates, dans les bordures, où là aussi il était tout seul, Pogačar, même s'il se démerde bien. Et c'est ce qui va l'avantager sur cette 3e semaine, c'est ce qui fait qu'il est aussi fort, c'est que tout seul, il peut rivaliser avec les autres. Mais attention, carton rouge pour l'équipe UAE qui n'est pas au niveau de ce Tour de France. Personnellement, je l'attendais à ce niveau au début du Tour, parce qu'elle était très largement inférieure à l'équipe Ineos, la Jumbo et même la Movistar selon moi, et donc ils répondent à mes attentes. En 3e flop, je vais mettre les coureurs français un peu dans leur ensemble. Je trouve qu'ils ont du mal à exister au milieu des autres coureurs, bien qu'ils soient à l'attaque. Mais voilà, on les retrouve pas. Julien Alaphilippe, par exemple, a gagné la première étape de ce tour, mais on sent qu'il lui manque des jambes pour aller gagner depuis sa première victoire. David Gaudu, qui s'est mal senti dans le Mont Ventoux, pareil. On espère un bon classement général pour lui. Finalement, non. Il va viser une victoire d'étape, mais au classement général, ça sera pas top. Guillaume Martin, qui s'était replacé 2e au classement général samedi soir, grâce à son échappée, finalement a explosé le lendemain, dans une descente d'ailleurs, ce qui est un peu bizarre. Mais voilà, et donc du coup, il est dans les bas-fonds du top 10, donc je pense pas qu'il puisse espérer mieux cette année. Ce qui peut être satisfaisant, c'est toujours comme j'avais dit, le Tour de France de Franck Bonamour qui se révèle, si on peut dire, à 26 ans. Et puis Nasser Boigny, on espérait une victoire de lui dans les sprints, malheureusement, il se sentait pas bien. Malheureusement, il a bâché dans les Pyrénées. Est-ce qu'ils peuvent viser une victoire d'étape dans les Pyrénées? J'espère, parce qu'au sprint, ça paraît difficile maintenant. Christophe Laporte apparaît comme la meilleure chance française, mais je suis pas sûr que chez Cofidis, ils puissent viser une victoire d'étape. Au contre-la-montre non plus. Donc ça sera une des 3 étapes pyrénéennes, et là aussi je doute qu'ils puissent aller chercher une victoire. Donc ça va être difficile. En bref, un tour assez difficile pour nos Français. Et aussi dans les flops, je vais mentionner la retransmission TV, mais j'en parlerai davantage dans le podcast qui reviendra sur ce Tour de France. Pour cette 3e semaine, à quoi peut-on s'attendre? Déjà, revoir Mark Cavendish aux avant-postes sur les 2 sprints qui restent, sachant qu'il devra passer les Pyrénées, mais pour moi, il n'y aura pas trop de soucis, vu les derniers jours, il les a passés sans trop de problèmes. Et puis il y a la perspective de son maillot vert qui est quasiment assuré s'il est rescapé du massif pyrénéen. Et aussi cette perspective de gagner une 5e fois sur les Champs-Élysées qui doit le faire rêver. On espère voir Richard Carapaz en forme parce qu'il devra attaquer, sachant qu'il est inférieur à Uran et Vingegaard au contre-la-montre. Donc il devra attaquer s'il veut être sur le podium. Et ça peut présager de belles étapes de montagne. On espère également une 2e victoire française sur ce Tour de France. Pourquoi pas dès demain, avec l'étape qui arrive à Saint-Gaudens, qui est complètement faite pour les baroudeurs. Ça sera un plus difficile mercredi et jeudi, avec les ascensions du col du Portet et de l'Uzardiden, mais grosse chance française si ça arrive demain en échappée. Ils seront au rendez-vous dans l'échappée, c'est sûr. Et pour finir, 3 étapes de montagne qu'il reste, et une grosse bataille pour le maillot à pois. Donc c'était un enjeu déjà que j'avais soulevé la semaine dernière. Là on a Wout Poels qui a le maillot, avec 74 points je crois, et avec Quintana, Van Aert et Woods, ils se tiennent en très peu de points. Donc depuis plusieurs années on n'avait pas eu une guerre aussi intense pour ce maillot aussi prestigieux, donc on a hâte de voir qui va le ramener à Paris. C'est tout pour ce débrief des 2 premières semaines du Tour de France. On se retrouve la semaine prochaine pour un récap
des 3 semaines et de cette 108e édition. Maintenant, place aux coureurs. On espère une grande 3e semaine. Ciao ciao.